Bonjour à tous, c'est Maxime Compagnon de The Story Collective podcast. Et je me suis dit que après ce qui s'était passé, ça serait une bonne idée de faire une petite vidéo explicative, surtout au sujet des choses qui nous ont énormément aidés pendant et après le crash. Donc certains d'entre vous le savent, il y a un tout petit peu plus d'un mois, un ami était avec moi en passager et nous nous sommes écrasés en haute montagne très durement. Et on va dire la raison pour ça est que nous étions en croisière et soudainement j'ai dû éviter un cap de transport de matériaux. Malheureusement, l'évitement a fait que nous nous sommes écrasés donc dans la neige très durement. Mon passager et moi-même avons subi des fractures au lombaire assez conséquentes. Et en ce qui me concerne, j'ai une fracture suborbitale de l'œil gauche. Heureusement sans conséquence sur ma vue de l'œil gauche. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer aussi pas pourquoi on a survécu. Nous avons eu beaucoup de chance, mais j'aimerais dire que il est important de se créer sa chance aussi, au moins de l'augmenter. Et c'est la raison pour laquelle je porte depuis longtemps et je promeus les équipements de sécurité dans notre activité. Les deux équipements les plus importants, on va dire, sont à la fois le casque et deux équipements qui étaient dans la veste de survie que je portais. C'est pas la veste en elle-même, mais c'est le concept en fait qui est intéressant. Il y a une autre chose aussi importante, c'est bien sûr le fait que mon appareil, un Zlin Aviation Savage Cruiser, était, parce qu'il est totalement détruit, très robuste, donc ça, il nous a protégés autant qu'il pouvait. Donc dans le déroulement du crash, le premier impact a été extrêmement fort. Et là, l'importance du casque a été extrêmement élevée, puisque pour être honnête, ça m'a sauvé la vie. J'aurais pas eu le casque, je serais probablement pas là pour en parler. Ou alors, puisque j'ai été inconscient en fait tout de suite après le premier impact, malgré le casque, ce qui n'était pas le cas de mon passager, qui a été conscient pendant tout le crash. Mais si j'avais été inconscient tout le temps, c'est la question comment est-ce qu'il aurait fait pour appeler les secours. Mon appareil était équipé d'un parachute, mais il n'était pas équipé d'une balise ELT, qui se déclenche automatiquement en temps de crash. J'étais en revanche équipé moi-même d'une balise PLB, donc c'est Personal Location Beacon en anglais. Bien sûr, le souci d'une PLB, c'est qu'il faut l'activer manuellement, donc il faut être conscient pour le faire. L'intérêt d'une balise ELT intégrée à la machine, c'est qu'elle se déclenche automatiquement. Sauf qu'après une discussion avec la responsable de l'ARCC Lyon, donc c'est l'Aeronautical Rescue Coordination Center, qui est une unité de l'armée de l'air, il arrive souvent que lors d'un crash, l'antenne d'une balise ELT soit cassée. Donc c'est possible de ne pas recevoir un signal aussi bon d'une balise ELT que d'une PLB. Donc l'intérêt, c'est d'avoir en fait les deux. Dans mon cas, je n'avais qu'une balise PLB. Pour revenir d'abord au casque, l'intérêt du casque, il est certain, surtout dans les appareils type tandem comme l'était le mien,
du fait de la proximité de tubes en métal proches de la tête. Et donc un très fort risque de toucher ces tubes lors d'un crash, mais pas que. Il m'est arrivé l'été dernier, dans une turbulence un peu forte, bien que mes ceintures, alors bien sûr, des ceintures dorsales sont absolument obligatoires. Bon, après, chacun son avis. Moi, personnellement, je ne monterai pas dans un avion sans ceinture dorsale, ou dans un ULM. Voilà, c'est le must, c'est le minimum, on va dire. L'intérêt du casque dans un tandem, il y a beaucoup de rapports, je mettrai un lien sur un rapport de la FAA qui avait analysé des accidents en Alaska des accidents mortels et de blessures sérieuses graves entre 2004 et 2009. Et donc sur la centaine de décès, ils avaient quand même évalué à 33 le nombre de pilotes qui auraient pu être sauvés s'ils avaient porté un casque, parce qu'ils étaient dans des appareils en tandem, comme le mien. Et donc le trauma crânien a fait qu'ils n'ont pas été dans la possibilité soit de partir du lieu du crash et donc risque de feu, ou mort sur le coup à cause de l'impact à la tête. Donc pour revenir à mon casque, il y a un an, alors je portais un casque avant. C'était un casque que portent les gens qui travaillent sur le pont des porte-avions. J'avais opté pour ce casque qui était un David Clark Flight Deck Crew Helmet parce que j'avais déjà un système audio David Clark qui permettait de l'intégrer. Le problème de ce type de casque, c'est qu'il n'est pas étudié pour les impacts en vol, il est fait pour les gens qui travaillent sur le pont des porte-avions. Donc il y a un an, j'ai décidé d'investir et de me procurer un vrai casque, un casque d'hélicoptère, parce que ce sont ceux qui protègent le mieux par rapport à ce que nous faisons. En type d'impact, c'est très similaire. Et pourquoi un MSA LH50 pour acheter européen et puis français, MSA est français, et aussi parce que c'est le LH50 est le casque, on va dire, qui a le profil le plus bas. J'ai une grosse tête, donc le LH50 n'augmente pas considérablement la taille de ma tête, tout en proposant une protection assez avancée. Donc ce qui s'est passé, c'est que lors du premier impact, comme vous pouvez le voir ici et aussi sur le côté droit, j'ai eu un impact très sévère à l'arrière de ma tête. Est-ce que c'est ça qui m'a fait perdre connaissance? Je ne sais pas. Heureusement, je n'ai pas de lésion au cou. Donc c'est clair et net, le casque a rempli sa fonction, il m'a sauvé la vie. En revanche, durant le crash, puisque l'appareil s'est retourné et a glissé en fait sur une cinquantaine de mètres, j'ai perdu mon casque, puisque quand j'ai repris conscience, j'étais à ma place mais sans casque. Alors la police autrichienne a retrouvé le casque à plus de 10 mètres de l'épave, donc j'ai perdu le casque pendant l'impact, et après analyse en fait des traces sur le casque, on s'est rendu compte alors il est impossible de perdre le casque quand la jugulaire est en place. Impossible. Surtout qu'il était très bien ajusté. Mais pour info, ma femme a une tête beaucoup plus petite que la mienne. Avec la jugulaire en place, vous ne pouvez pas retirer le casque. Le problème vient en fait du design de la jugulaire de MSA, qui s'ouvre soit d'un côté, soit de l'autre, il faut choisir. Dans mon cas, c'est le côté droit. Et comme vous voyez, il est assez facile de l'ouvrir. Sauf que ici, il y a une marque juste au-dessus de l'ouverture de la jugulaire. Donc je suppute que, étant inconscient, ma tête était très mobile. Et c'est très possible, que quelque chose, peut-être ma ceinture, s'est pris dans l'ouverture de la jugulaire. Et voilà, la jugulaire s'est ouverte tout de suite. J'ai perdu mon casque. J'avais des coupures et des éraflures assez conséquentes à l'oreille gauche derrière ma tête. Donc qui se sont forcément passés après avoir perdu le casque.
Je ne sais pas si ma fracture suborbitale gauche s'est passée après ou avant avoir perdu le casque. Il y a un impact sur le côté là, aussi sur le dessus de la tête. Je ne peux pas dire, mais c'est clair et net que ma première recommandation pour ceux d'entre vous qui ont un LH50 ou un LH250 ou même un 350, je crois que l'ouverture est la même, c'est absolument de changer le système d'ouverture de la jugulaire. Malheureusement, c'est après l'accident que j'ai remarqué que nos amis américains avaient remarqué ce défaut depuis plus de 10 ans, même 11 ans, et qu'il est possible d'acheter une nouvelle jugulaire aux États-Unis qui est donc digne de ce nom, puisque les deux attaches à droite et à gauche sont fixées, et vous avez une vraie jugulaire similaire à des casques de moto modernes, qui, elle, certainement ne s'ouvrira pas en cas de crash. Alors forcément, j'ai pas eu beaucoup de chance dans ce cas-là, mais le design de la jugulaire et surtout son ouverture est vraiment mal fait. Donc j'espère de tout cœur que vous changerez, pour les possesseurs de casques, vous changerez votre jugulaire, et qu'un jour MSA décidera enfin à améliorer sa jugulaire. Ça serait une très bonne idée. Voilà, donc le casque, pour être honnête, il m'a pas servi en faisant du vol de brousse comme j'ai l'habitude de le faire. Nous étions dans une phase de vol en croisière où, on va dire, le risque d'un accident était considéré comme absolument pas élevé en ce qui me concerne. Et malheureusement, nous avons dû éviter ces câbles, ce qui a conduit au crash. La suite, surtout ma recommandation, c'est à la suite du crash, donc j'ai repris connaissance. J'ai tout de suite crié le nom de mon ami, qui a répondu tout de suite, fort heureusement. Le risque de feu, on était dans la neige, ça sentait pas l'essence, donc j'ai considéré que le risque de feu était relativement bas. Donc malgré mon mal de dos, j'ai pu sortir de la machine. Et là, on arrive tout de suite à l'intérêt de la veste de sécurité. Alors, à quoi ressemble la veste? On s'en fiche totalement. C'est pas la veste en elle-même, c'est le concept qui compte. Et surtout ce qu'on met dedans. Donc ça dépend de vos activités et de ce que vous faites. Mais en ce qui me concerne, et mon opinion, les deux choses les plus importantes à mettre dans une veste de sécurité, c'est la balise de détresse, donc la PLB. L'intérêt d'une PLB par rapport à d'autres systèmes d'une grande marque d'avionique, par exemple, c'est qui utilisent l'iridium, c'est que ces PLB, elles ont pour pratiquement toutes une batterie qui tient 7 ans, donc c'est le cas de la mienne. Elles n'ont pas d'abonnement. Elles émettent sur le réseau satellitaire COSPAT-SARSAT, qui est en moyenne altitude, orbite, qui est principalement utilisé pour le sauvetage et la recherche. Et donc elle émet sur 406 MHz, 406 GPS et aussi 121.5. Donc après être sorti de l'épave, la première chose que j'ai fait, c'est juste, je savais où était ma balise, j'ouvre la poche, je prends la balise, j'ouvre l'antenne, j'appuie sur le bouton rouge et je plante la balise dans la neige pour pas qu'elle parte. Donc, en ce qui concerne donc, cette balise et moi-même, étant français, j'avais enregistré cette balise au CNES. Donc c'est l'ARCC, l'Aeronautical Rescue Coordination Center, qui est une unité de l'armée de l'air qui a reçu mon appel de détresse. Ils ont tout de suite remarqué que ce n'était pas un faux appel de détresse, mais qu'il y avait vraiment un souci. Et ils ont donc essayé de me contacter, puisque j'avais donné mes renseignements, mes informations personnelles. Malheureusement,
il n'y avait que deux choses que je n'avais pas dans ma veste. C'était mon téléphone personnel qui était relié à la machine pour le recharger, qui était dans une poche à gauche de moi, et mon iPad que j'utilisais pour naviguer, qui pendant le crash se sont fait la malle et personne ne les a jamais retrouvés d'ailleurs. Donc, n'arrivant pas à me joindre, ils ont essayé de joindre les deux contacts personnes que j'avais données en ligne et aussi tout de suite donner les informations à leurs collègues autrichiens pour lancer la phase de sauvetage. Entre le déclenchement de la balise et l'arrivée du premier hélicoptère de sauvetage, il s'est passé 15 à 20 minutes. Alors, c'est sûr que nous n'étions pas très très loin de ces hélicoptères de secours, et en plus la météo était totalement cavoque, donc il n'y avait pas de souci. Donc à la suite, après avoir entendu le premier hélicoptère arriver, j'ai pris donc ma radio portable, qui était dans une autre poche juste au-dessus, et j'ai pu me mettre sur 121.50. J'ai dû couper ma balise de détresse, puisque forcément elle émettait aussi sur cette fréquence, et prendre contact avec le pilote de l'hélicoptère pour lui donner notre statut et notre status, et ce qui lui a permis aussi juste à la suite de ça, de déposer un sauveteur, et après le second hélicoptère est arrivé. Donc, pour revenir à la balise, il y a environ 6 ans, Greg Wren de l'entreprise Busch-Wagen East, qui est quelqu'un qui est spécialisé dans la recherche et la rénovation de Cessna, principalement 170 et 180-185, avait fait une vidéo avec Zane Jacobson qui fait le site internet backcountrypilot.org, et ils avaient justement, Greg avait fait une vidéo sur la veste de sécurité et qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Donc c'est sûr que je le remercie pour ça, puisque c'est à la suite de cette vidéo que je m'étais posé la question, est-ce qu'une veste de sécurité a son importance dans mon activité? Oui, totalement, et en fait dans n'importe quelle activité. En ce qui me concerne, j'ai d'autres choses dans ma veste, mais le but, c'est que, comme je l'ai expliqué, les deux seules choses que je n'avais pas dans ma veste, c'était mon téléphone et mon iPad. On ne les a jamais retrouvés. En revanche, tous les outils de recherche et de sauvetage qui ont mené à un sauvetage réussi, ils étaient sur moi. Donc je savais où ils étaient, j'ai pu les sortir. Alors bien sûr, j'étais conscient, mais au moins, grâce à ça, nous avons pu être secourus très rapidement. Voilà. Donc, ce sont les deux choses que je voulais partager. Alors maintenant, en ce qui concerne mon ami et moi-même, la route va être un peu longue, hein, du fait de nos blessures au lombaire, même si comme ça n'a pas l'air, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple à vivre tous les jours. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, et j'espère de tout cœur que j'aurai la possibilité de rencontrer certains d'entre vous l'année prochaine ou dans les années à venir. Et volez en sécurité, faites-vous plaisir et réfléchissez à comment augmenter votre chance en cas d'accident. Et si vous avez des questions un jour, dans la mesure du possible, je serai heureux d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt.